Notre chef, Bay, est le chef d'une équipe d'éveillés appelée le Noyau Divin. En raison de l'existence de la magie dans ce monde, les démons et leurs tanières sont apparus. En réaction à l'apparition des démons, ceux qui ont des pouvoirs spéciaux comme Bailly se sont éveillés. Son équipe est la plus forte de l'organisation et ils ont pour mission d'exterminer le roi démon, Belphégor. Belphégor est un démon de rang SSS avec 5 éléments, ce qui en fait un adversaire redoutable. Bailly et d'autres guerriers éveillés reçoivent leurs instructions des plus hautes autorités, les dieux. Alors qu'ils entrent dans la tanière, il crie de toutes ses forces pour informer les membres de son escouade que la mission a commencé. En raison de l'efficacité de l'équipe de Bailly, c'est la 100e tanière démoniaque de haut niveau qu'ils vont affronter. Dans son équipe, il y a Ling Yue, Han Xiaoling et Lucian. Comme la mission est considérée comme difficile, elle a été désignée comme une opération de nettoyage de niveau L, ce qui est le niveau le plus élevé. Cependant, les membres de l'équipe sont tous excités à l'idée de se lancer dans la mission car on leur a promis des congés une fois qu'ils auront nettoyé la tanière et éliminé le roi démon, Belphégor. En parfaite synchronisation, l'équipe déchaîne ses pouvoirs sur les démons qui attaquent pour les exterminer. Bailly mène l'attaque, alors qu'ils traversent facilement les démons avec leur mode d'attaque rapide et précis. C'est rendu possible car tous les membres du Noyau Divin, de Bailly lui-même à la dernière personne, sont tous des guerriers de rang L. En quelques minutes de coordination précise, l'équipe nettoie la tanière et anéantit le roi démon, Belphégor. Les membres de l'équipe discutent avec enthousiasme de la facilité avec laquelle ils ont pu nettoyer la tanière. Cependant, Lucian est sceptique quant à toute l'opération. Il a l'impression que c'est trop facile, puisque la mission était une mission de rang L. Même Bailly est d'accord avec ce que Lucian a dit. Les renseignements qu'il a obtenus indiquaient que le roi démon était un roi démon spécial avec 5 éléments et une compétence cachée. Pendant qu'il essaie d'analyser ce qui pourrait ne pas aller, Ling Yue le serre dans ses bras par derrière, lui demandant s'il va leur offrir un festin puisqu'ils ont terminé la mission. Fatigué d'avoir Ling Yue tout autour de lui, il la repousse en lui disant, ainsi qu'au reste de l'équipe qu'ils vont dîner à leur endroit habituel. D'un autre côté, Han n'arrive pas à croire que leur capitaine gâche une occasion en or de s'amuser avec Ling Yue. C'est alors qu'il remarque que le dernier membre de leur équipe n'est pas avec eux. Il n'a pas aidé pendant le combat, et il n'est nulle part. L'équipe ne prend pas cela au sérieux puisqu'ils ont déjà accompli la mission. En parlant du loup, il apparaît derrière eux, mais quelque chose d'inattendu suit. Il lève hardiment la main et déclare le début de l'opération de purge. Soudainement, Han reçoit un projectile dans la tête, le tuant instantanément. Le choc envahit le reste de l'équipe alors qu'il voit Han tomber au sol, mort. La moitié de sa tête a disparu, et son sang se répand sur le sol. L'équipe est toujours sous le choc lorsque le traître révèle que la mission de purge lui a été confiée par le dieu lui-même. Baye remarque qu'il ne peut pas bouger son corps, et le traître révèle que Baye et les autres ont mangé des petits déjeuners, qui ont été mélangés avec de la poudre paralysante pendant le mois passé. Le traître retient ensuite le reste de l'équipe avec sa compétence divine appelée les vignes interdites. Cela restreint leurs mouvements, donnant au traître un accès libre pour leur expliquer les choses. Le traître explique qu'il a été chargé de la mission d'anéantir l'équipe, et pour ce faire, il a dû se préparer. Pendant qu'il explique avec arrogance, Baye et les autres lui demandent juste pourquoi il les a trahis. Le traître répond que c'est le décret du dieu d'anéantir les guerriers de classe L. Le traître resserre son emprise sur Baye et les autres, les forçant à crier de douleur. Ils perdent lentement conscience alors qu'ils crachent du sang tout en continuant à demander à leurs coéquipiers pourquoi il les a trahis. Baye rappelle aux gars que le Noyau Divin n'a jamais dépassé les limites qui méritent la mort. Puisqu'ils ont suivi toutes les règles établies pour eux, Baye veut savoir pourquoi ils ont dû mourir. Le traître leur dit avec arrogance que le dieu n'a pas besoin de raison pour les tuer. Le traître s'approche de Baye et après l'avoir étranglé avec ses vignes, il lui perfore la poitrine avec son poing. Baye n'arrive pas à se remettre de la trahison car il considérait déjà le traître comme un membre de sa famille. Après tout, l'équipe est ensemble depuis 10 ans, et ils sont pratiquement inséparables. Le traître se moque de Baye pour sa naïveté. Il lui dit qu'il n'a jamais fait partie de sa famille car depuis la première fois qu'il a rejoint le Noyau Divin, il était en mission pour les dieux. En gros, Baye et son équipe ne sont que des pions entre les mains des dieux. Le traître a rejoint l'équipe pour les étudier, et il a très bien joué le jeu. Baye et l'équipe perdent finalement le peu de force vitale qui leur reste et s'écrasent au sol. Le traître se tient fièrement au-dessus du sang et achève Baye d'un coup de feu à la tête. Et ce jour-là, le 22 mai 2125, Baye et son équipe de guerriers de classe L ont été tués. Leurs corps gisent sur le sol alors que le traître s'éloigne en vue de ses congés. Alors que la conscience de Baye s'enfonce dans les abysses, il entend soudain une voix exigeant qu'il fasse un marché. Baye est choqué lorsqu'il se voit enchaîné et dans un environnement inconnu. Devant lui se tient un gars effrayant en costume, et il a une aura sombre autour de lui. Baye regarde de plus près et réalise que le type qui se tient devant lui est Belphégor, le roi démon. Il se demande comment le roi démon est en vie. Belphégor taquine Baye, lui disant qu'un roi démon avec des rangs élevés comme lui ne mourrait pas si facilement. Apparemment, ils sont dans son domaine de l'âme, et le royaume entier est sa force vitale. Fatigué d'entendre le roi démon parler, Baye suggère qu'il passe aux choses sérieuses.
Puisque Bailly est manifestement en colère à cause de ce qui s'est passé, le roi démon propose un marché. Belphégor révèle que sa compétence cachée est appelée régression de vie. Il fait savoir à Bailly qu'il peut le renvoyer dans le passé, lui donnant la chance de changer le résultat des choses. Il demande à Bailly s'il est intéressé, et après un rapide rappel de la façon dont son équipe est morte aux mains du traître, Bailly n'hésite pas avant d'accepter la proposition du roi démon. Il est enragé alors qu'il jure de tuer le traître et toute la Ligue de Dieu, en lui donnant des instructions. Le roi démon est satisfait de la réponse de Bailly. Et en plus de l'aider, le roi démon accorde à Bailly un autre cadeau, qui est le cœur de Belphégor. Bailly demande alors au roi démon pourquoi il fait un marché avec lui, mais il ignore la question avant que Bailly ne soit renvoyé. Quand notre gars ouvre les yeux, il se retrouve en classe avec son professeur, Wang, qui lui crie dessus. Bailly est retourné 20 ans en arrière, en l'an 2105. C'était il y a 20 ans, quand Bailly était encore dans la division du collège de l'Académie nationale des éveillés. Bailly est surpris de voir qu'il est vraiment revenu dans le passé, ce qui est avant son éveil. Le professeur réprimande Bailly pour avoir dormi en classe et, surtout, une classe qui est avant sa cérémonie d'éveil. Pour le punir, le professeur lui ordonne d'aller se tenir au fond de la classe. Toujours sous le choc d'être réincarné avec la capacité de Belphégor, il marche lentement vers le fond de la classe. Il regarde ses camarades de classe, qu'il n'a pas vus depuis près de 20 ans. Le professeur poursuit la leçon, expliquant à la classe qu'il existe 5 pouvoirs élémentaires dans leur monde. Les 5 pouvoirs élémentaires sont la foudre, la fleur, le nuage, le nucléaire et le stellaire. Apparemment, une personne ne peut contenir qu'un seul élément. La professeure se sert d'elle-même comme exemple, expliquant qu'elle possède l'élément de nuage, le plus rare. Elle ajoute ensuite que les éléments sont divisés en catégories selon la façon dont ils se lient au corps. Les 3 catégories sont combat, soutien et spécial. Dans son explication, elle fait savoir aux élèves que chaque équipe est composée des 5 éléments avec des rôles différents. L'équipe de la guilde de l'école en est un parfait exemple, car elle se compose d'un mage stellaire, d'un guerrier des nuages, d'un barde nucléaire et d'un assassin de la foudre. La professeure félicite les élèves d'être rares parmi tant d'autres et leur fait savoir que le jour de l'éveil est le jour le plus important de leur vie. Apparemment, il existe près de 100 professions éveillées connues. Ces professions sont classées du plus bas, qui est poussière, à céleste, qui est le plus haut. Entre poussière et céleste se trouvent les rangs de braise et d'abysse. Pour rendre la chose intéressante, les élèves n'ont qu'une seule chance d'éveil. Elle leur fait savoir que le statut avec lequel ils s'éveillent va déterminer la façon dont leur vie va se dérouler. Après les cours, les élèves sortent pour se préparer à l'éveil. Bailly rencontre alors un de ses camarades qu'il appelle souvent 4 yeux parce qu'il porte des lunettes. 4 yeux est harcelé par un type agaçant, On Shun Cheng. On est un assassin stellaire de rang E, ce qui fait de lui une figure populaire auprès de ses pairs. Bailly n'est pas surpris de voir cela parce que même dans sa vie passée, on harcelait toujours les gens et se battait. Avant que On ne stresse 4 yeux plus longtemps, la professeure apparaît sur les lieux. Elle dit à On qu'ils sont dans une école, pas un endroit où il peut harceler et voler les gens. On essaie d'une manière arrogante de changer la donne en disant à la professeure que c'est 4 yeux qui l'a bousculé. Il prétend qu'il ne prend son argent qu'en guise de compensation. Il dit audacieusement à Wang qu'il l'aurait fait virer si elle n'était pas aussi sexy. Après en avoir eu assez, lui et ses acolytes se préparent à partir. Il voit Bailly sur son chemin, et sans considération pour le pauvre garçon, il le bouscule pour l'écarter. Bailly ne fait rien de téméraire, mais jette plutôt un coup d'œil à la façon dont la professeure s'enquiert de l'état de 4 yeux. Apparemment, Wang est une bonne professeure qui se soucie de ses élèves même si elle a l'air dure à l'extérieur. BYE se souvient que Wang l'a aidé dans sa vie passée après qu'il se soit éveillé. C'est alors qu'on informe Wang que c'est au tour de sa classe d'entrer dans la chambre d'éveil. Tout comme une mère, Wang dit à ses élèves de rester calmes pendant l'éveil pour éviter les blessures. Dans ce monde, il y a 2 méthodes d'éveil. Il y a la méthode d'éveil naturelle comme celle avec laquelle Wang s'est éveillé, c'est pourquoi c'est un canard orgueilleux. La méthode d'éveil naturel se produit généralement chez les personnes ayant une forte constitution physique et un talent naturel, et le processus d'éveil s'active automatiquement lors de moments d'émotions extrêmes. L'autre méthode d'éveil est considérée comme la méthode artificielle où ceux qui ont le potentiel entrent dans la chambre d'éveil. La chambre est le produit de plusieurs scientifiques compétents, et à l'intérieur de la chambre, les émotions et l'adrénaline sont intensément stimulées. Cette stimulation force ensuite l'éveil dormant chez les candidats potentiels à s'activer. Parce que cela n'arrive qu'une seule fois, c'est considéré comme le seul moyen de changer sa vie. Certains camarades de classe de Bailly sont entrés dans la chambre d'éveil avant lui et ont obtenu de belles professions. Un s'est éveillé avec la profession de niveau bleu, qui est la classe de braise. Enfin, c'est au tour de Bailly, et la professeure lui dit de se concentrer pendant qu'il est dans la chambre. Bailly prend en compte l'instruction de sa professeure et entre dans la chambre. Dans sa vie passée, Bailly s'est éveillé en tant que guerrier nucléaire de rang E. C'est sous la classe de niveau poussière, et c'est considéré comme la profession la plus nulle. Son éveil à l'époque a mené à un harcèlement constant, mais ce n'est que lorsqu'il a atteint le rang S qu'il s'est éveillé au type le plus rare. En entrant dans la chambre, BYE s'attend à obtenir une profession nulle comme d'habitude. Cependant, il est complètement choqué lorsque le système affiche un message d'erreur.
La chambre passe en mode d'activation et détecte 5 éléments au lieu du seul habituel. Bailly sent ses entrailles brûler alors que le système affiche le message d'éveil infini. Le système informe Bailly qu'il peut choisir n'importe quelle classe parmi l'un des 5 types élémentaires comme sa classe initiale. Bailly apprend ensuite qu'il peut améliorer l'autre classe une fois que sa classe initiale a atteint le potentiel maximum. Bailly est choqué lorsqu'il réalise qu'on vient de lui accorder une accumulation élémentaire. Apparemment, il peut choisir d'autres nouvelles classes à l'avenir. Il peut même obtenir le rang poussière jusqu'au rang céleste tout en maintenant leur qualité. Bailly a aussi la chance de débloquer le rang caché au-dessus du rang céleste. Il réalise alors qu'il peut faire tout cela grâce au cadeau que lui a fait le roi démon. On lui a donné la capacité d'éveil infini, ce qui est quelque chose d'inouï. Le système dit ensuite à Bailly que toutes les autres barres élémentaires seront effacées une fois qu'il aura sélectionné sa classe initiale. Après avoir pris son temps, Bailly choisit sa classe. Il sort avec la professeure, excité d'entendre avec quelle classe il s'est éveillé. Bailly annonce soudainement la nouvelle décevante à Wang qu'il s'est éveillé avec le guerrier nucléaire, qui est la pire qualité de la classe verte. Wang est surprise par cela, mais comme elle est bonne, elle encourage quand même Bailly, lui disant que de grands hommes ont aussi émergé de la classe verte. Elle exhorte Bailly à ne pas abandonner, mais Bailly lui dit humblement qu'il n'y a pas besoin qu'elle le réconforte. On entend la conversation entre les deux, et comme prévu, il se mêle de ceux qui ne le regardent pas. Il insulte Bailly, lui disant que la professeure ne lui donne que de faux espoirs. Il ajoute que la réalité est différente de ce que la professeure essaie de prêcher. On rappelle à Bailly que la classe poussière signifie essentiellement qu'il est au bas de la chaîne alimentaire. On continue avec son comportement arrogant en disant à Bailly que les dieux choisissent ceux qui sont forts tandis que les faibles doivent être piétinés. Entendre la mention des dieux déclenche immédiatement Bailly. Cependant, il reste calme pendant que on continue avec ses propos insensés. Il rappelle à Bailly qu'il devra commencer à s'asseoir au dernier rang en cours parce que c'est comme ça que la société fonctionne. Apparemment, les rangs célestes s'assoient au premier rang, suivi par le rang abysse, suivi par le rang braise, et enfin, le rang poussière. Les guerriers de rang poussière sont considérés comme nuls et ne peuvent faire affaire qu'avec d'autres rangs de niveau inférieur comme eux. On ajoute qu'il n'y a aucun moyen pour Bailly de changer son destin par le travail acharné car cela est considéré comme une perte de temps. On s'approche de Wang pour lui dire des bêtises, mais Bailly en a finalement assez. Il attrape la tasse de café que Wang tient et en renverse le contenu sur son visage. On est frappé par un moment de choc car il ne veut pas croire ce qui vient de se passer. Il demande avec colère à Bailly ce qu'il pense faire, et notre ami répond que sa voix est comme du bruit pour lui. Les actes et les paroles de Bailly suffisent à énerver Wang, et il décide que Bailly doit recevoir une leçon. Il vise un coup de poing à Bailly, et Wang essaie de l'arrêter, mais il est trop tard. À son insu, Bailly est déjà préparé pour lui. Avant que l'attaque ne frappe, il conjure une épée de lumière et l'utilise pour bloquer l'attaque de Wang. Il ne s'arrête pas là, il part l'attaque et projette Wang au loin, sous le choc de tout le monde. Wang s'écrase sur le sol tandis que la posture de Bailly montre qu'il a à peine utilisé ses forces. Wang crache du sang en essayant de comprendre ce qui lui est arrivé. Même les autres étudiants qui regardent n'en croient pas leurs yeux. Apparemment, Bailly a choisi la classe de guerrier nucléaire parce qu'il y est habitué. C'était sa classe dans sa vie passée, et il connaît déjà tout ce qui s'y rapporte. On arrive à se remettre debout et dit arrogamment à Bailly qu'il a juste eu de la chance. Il précise qu'il est de rang abyssal et qu'il est absolument différent des moins que rien comme Bailly. Wang, qui a l'œil, se rend compte que Bailly n'a pas eu de la chance avec ce qu'il a fait à Wang. Elle réalise que Bailly vient d'utiliser une compétence de mouvement de haut niveau, qui est propre à la classe de guerrier. Wang sait que la compétence de parade est une compétence qui permet à son utilisateur d'annuler une attaque et de la renvoyer intégralement à son adversaire. Wang est choqué de voir Bailly réussir une telle chose si facilement, car c'est une compétence que son maître n'a pas pu réussir après 10 ans d'entraînement intensif. Wang est encore plus perplexe face au fait que Bailly vient de s'éveiller, et qu'il a déjà accès à une expérience de combat aussi élevée. Wang est perdu dans ses pensées quand on sort une épée courte, prêt à s'en prendre à Bailly. On est furieux et il assure à Bailly qu'il va l'humilier devant tout le monde. Bailly reste là, calme comme un héros, tout en révélant qu'il a délibérément choisi la classe de la poussière. Il sait que dans un futur proche, tous ceux qui le critiquent finiront par voir le grand côté de la classe de la poussière. Mais d'ici là, il sera trop tard. Les étudiants sont déjà excités alors que les deux se tiennent l'un en face de l'autre dans une posture de combat. Cependant, il est interdit de se battre avec des pouvoirs à l'école. Le père de Wang est un fonctionnaire important, et son oncle est même le directeur de l'école. Bailly, en revanche, n'a pas de famille bien vue, ce qui signifie qu'il a tout à perdre s'il se bat contre Wang. 4 yeux craint d'être renvoyé s'il se fait avoir et se bat contre Wang. Il demande au professeur ce qu'il doit faire, et le professeur prend rapidement l'initiative. Elle intervient, en leur disant d'arrêter, mais Wang est déjà complètement furieux. Il veut se venger de Bailly pour l'avoir humilié devant tout le monde à l'école. On menace de tabasser Bailly même s'il se met à genoux et se met à le supplier de lui pardonner. Il se voit au plus haut sommet du talent, tandis que Bailly n'est qu'un perdant. Le professeur sait aussi que Wang a raison car la différence d'attributs entre les deux étudiants est grande. On est un guerrier de rang abyssal, ce qui lui donne un bonus de 200% sur tous ses attributs. Les rangs abyssaux sont bien au-dessus,
car au moment où ils s'éveillent, leurs attributs sont le double de ceux d'un rang de poussière. Ils peuvent aussi grandir alors que le rang de poussière stagne. Aucun de ceux qui regardent, y compris 4 ne croit que Bei a une chance. Il pense qu'il va se faire écraser par Hong. 4 est d'accord pour dire que Hong est une personne dégoûtante, mais 4 a survécu en jouant les idiots avec les forts pour éviter d'avoir des ennuis. Il pense qu'éviter Hong est la seule façon de survivre, car un affrontement direct ne mènera qu'à une fin désagréable. Une fois qu'il a fini de jauger son adversaire, Hong court vers lui. Le professeur s'inquiète et crie à Bei de faire attention. Le professeur suppose que Bei a l'intention de parer à nouveau l'attaque de Hong. Elle sait que ça pourrait ne pas fonctionner, car la compétence de parade consomme beaucoup d'endurance lorsqu'elle est utilisée. La vitesse à laquelle Hong s'approche de Bei rendra la parade inutile. Même Hong est sûr d'avoir l'avantage sur Bei. Bei, de son côté, se contente de sourire comme si rien de grave n'arrivait. Bei n'a pas l'intention d'esquiver l'attaque, car il a une autre carte en main. Juste au moment où Hong l'atteint, il active la compétence d'éclair. C'est un effet instantané qui permet à son utilisateur de traverser les obstacles qui se trouvent devant lui. C'est fini en un clin d'œil, et avant que Hong ne s'en rende compte, Bei l'a frappé à un endroit vital de son corps. Il crache du sang en essayant de comprendre quand Bei s'est retrouvé derrière lui. Il frappe le sol de frustration et d'humiliation tandis que les étudiants restent en état de choc. Aucun de ceux qui regardaient n'a pu apercevoir ce que Bei a fait à Hong. La seule chose qu'ils ont vue, c'est Hong s'écraser au sol, et même le professeur n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Cependant, la présidente de la classe, Kui-in, a en fait eu un aperçu de ce que Bei a fait à Hong. Kui-in se rend compte que Bei a maîtrisé l'utilisation la plus élevée de la compétence de base d'un guerrier, et qu'il l'a appliquée pendant le combat avec Hong. Pendant ce temps, les étudiants se demandent tout ce qui ne va pas avec Hong. Sur l'écran d'état, Bei remarque que l'un de ses attributs a augmenté parce qu'il a vaincu un adversaire. Cependant, il n'est pas impressionné par les points attribués, qu'il juge trop peu nombreux. Il sait que vaincre des démons est le seul moyen pour lui d'obtenir des points plus élevés, et il a l'intention de s'y mettre dès qu'il le pourra. Toujours en difficulté sur le sol, Hong n'est pas prêt à abandonner. Il dit à Bei de ne pas partir car il n'en a pas encore fini avec lui. Il attrape son couteau et essaie de se saisir de Bei par derrière. Mais avant qu'il ne puisse atteindre notre gars, ils entendent une voix leur dire d'arrêter le combat. Il s'avère que c'est le doyen de l'école, Hong Liang, qui est l'oncle de Hong. Liang se moque de Hong, lui disant qu'il s'est déjà ridiculisé, et il dit aux étudiants qui regardent de rentrer chez eux pour qu'ils puissent se reposer. Au moment où le mot maison est prononcé, Bei se souvient qu'il a une maison. Il ne s'en souvenait pas parce qu'il venait de renaître, et ses parents étaient déjà morts dans sa vie passée. Il se souvient que quelque chose de tragique s'est produit ce jour-là de son éveil. Et avant que le doyen n'ait la chance de s'adresser à lui, il s'éloigne frénétiquement. Même on est choqué de voir le garçon s'enfuir. Le doyen est à court de mots, mais il se tourne finalement vers Wang, lui disant de maîtriser son élève. Il promet d'examiner ce qui s'est passé, et Wang le remercie pour sa considération. Plus tard, on suit son oncle à son bureau pour essayer de justifier ce qui s'est passé. Il prétend que Bei n'a eu que de la chance, mais son oncle lui crie que Bei l'a totalement humilié. Liang se tenait au loin et a vu Bei utiliser l'éclair contre Hong. Liang explique à Hong que pendant cette fraction de seconde, Bei a trouvé son point le plus faible et l'a frappé pour laisser Hong sans défense. Le doyen est furieux, car même avec son expérience, il ne peut pas exécuter la compétence d'éclair avec une telle maîtrise. Le doyen compare la bataille de Hong avec Bei à celle d'un pro-gamer qui s'amuse avec un débutant. Liang fait savoir à son neveu qu'avec ce qu'il a vu, Bei n'est pas un enfant ordinaire. De son côté, Bei se dépêche en pensant à l'importance pour lui de rentrer chez lui. Il parvient à atteindre l'immeuble d'appartement en un rien de temps tout en se souvenant de comment les choses se sont passées dans sa vie passée. Il est prêt à empêcher que cela ne se reproduise, même s'il doit mourir. Bei entre, son père regarde la télé et sa mère fait la vaisselle. Il a l'air furieux en entrant, mais son père est surpris qu'il soit rentré plus tôt. Bei ignore son père et se concentre sur sa mère. Les larmes aux yeux, il lui dit qu'il est heureux qu'elle aille bien. Sa mère est muette et communique avec lui par signe. Elle lui dit qu'elle lui a préparé son plat préféré, les nouilles aigres douces, mais Bei lui dit qu'il n'en veut pas aujourd'hui. Il lui fait savoir qu'il a envie de poisson mariné. Sa mère essaie de discuter, mais cède quand elle voit à quel point il est têtu. Elle accepte de le faire et Bei décide de l'accompagner. Mais son père l'arrête en disant qu'elle peut y aller seule. Il se demande pourquoi Bei est rentré sans le saluer. Il se lève, prend une bouteille d'alcool et lui demande comment s'est passé son éveil. Il est impatient de savoir quelle est sa classe. Il s'avère que le père de Bei, Bei Sheng, est un guerrier électrique. C'est quelqu'un d'assez fort, ce qui le rend dangereux. Bei lui dit qu'il ne s'est pas encore éveillé, car ça a pris trop de temps. Son père exige de savoir pourquoi il est rentré si tôt sans s'être éveillé. Il sait que le fils de son ami s'est éveillé, mais il est déçu de sa classe. Lin Sheng, lui, s'attend à ce que son fils s'éveille avec le rang Abyss. Il prétend s'être éveillé avec le rang Abyss à son époque et il a mis tout son cœur pour élever Bei. Lin Sheng est furieux et, entouré d'une aura effrayante, il lui demande de révéler sa classe. Bei est totalement englouti par son aura et essaie de mentir à nouveau en disant qu'il ne s'est pas éveillé.
Ça rend l'homme encore plus furieux. Et en parfait père qu'il est, il lui fracasse la bouteille sur la tête. Quand il apprend que Bei s'est éveillé avec le rang poussière, il devient encore plus fou et lui crie dessus. Ling Sheng est connu pour être un homme violent qui ne se contrôle pas. Dans sa vie passée, après avoir découvert son rang poussière, il est devenu furieux et gêné. Il a alors frappé Bei, mais sa mère est intervenue, comme elle le faisait toujours. Bei, qui était faible à l'époque, n'a pu que regarder son père battre sa mère pendant une heure entière. Les coups étaient si violents que sa mère est devenue instable mentalement, car elle a été frappée à la tête. Bei n'a pu que pleurer en regardant sa mère se faire battre dans sa vie précédente. Mais, maintenant qu'il est de nouveau en vie, il veut que les choses changent. Il n'a pas encore ce qu'il faut pour défier son père, il a évidemment besoin de temps pour progresser. Son père est plus fort que lui, car il est un guerrier de classe abysse de rang C. Bei ne peut pas espérer y arriver avec les mêmes tactiques qu'il a utilisées contre Hong à l'école. Son père est d'un tout autre niveau, il a une réelle expérience de combat. Bei se rend à la triste évidence qu'il n'a pas encore ce qu'il faut pour affronter son père. Son père l'attrape par les cheveux, disant qu'il regrette de l'avoir mis au monde. Bei sait qu'il est en plein chaos, car son père ne le laissera pas partir avant d'avoir une réponse satisfaisante. Après tout, il est rentré tôt pour l'attendre. Sachant que son père est violent, il ne voulait pas que sa mère reste et assiste à la scène. Bei est content d'avoir fait sortir sa mère, mais tandis qu'il se réjouit intérieurement, il reçoit un coup sur la tête. Les choses vont de mal en pis quand Bei entend quelqu'un entrer. C'est sa mère, celle qu'il essaie si fort d'éloigner de cette violence. Sa mère est horrifiée de voir son fils dans un tel état. Il est à terre pendant que Ling Sheng le frappe à la tête sans pitié. Apparemment, sa mère est revenue aussi vite pour pouvoir nourrir son fils affamé. Bei est terrifié de la revoir, se demandant si l'histoire va se répéter. Comme prévu, Ling Sheng se tourne vers la pauvre femme, prêt à lui faire subir ce qu'il veut. Dans un flashback, Bei est assis dans une cellule de prison. Il a pu passer du rang vert au rang platine dans sa vie passée, étant le premier à le faire. Impressionné par son exploit, son codétenu se demande pourquoi il a été arrêté. Ce n'est pas n'importe quelle prison, c'est un endroit où se trouvent les condamnés à mort. La seule phrase qu'il a prononcée est qu'il méritait de mourir parce qu'il a battu sa mère à mort. Il a tué son père à cause de ce qu'il a fait à sa mère, c'est pour ça qu'il a été condamné à mort. Maintenant, l'histoire est sur le point de se répéter sous ses yeux. Ling Sheng continue son accès de folie tandis que la mère de Bei court vers lui pour voir comment il va. Bei se considère un peu plus fort qu'une personne ordinaire, car personne n'aurait pu survivre au coup de poing de son père. Sa mère essaie de le relever tout en le protégeant de son père. Ling Sheng continue à déverser sa rage, disant à sa femme qu'il était heureux quand il a su qu'elle était enceinte. Il pensait qu'il était temps pour la famille Bei de briller, car ses deux autres frères n'ont pas pu avoir de fils. Il croyait que les ancêtres comptaient sur lui pour restaurer la gloire de la famille, maintenant que sa femme était enceinte. Mais il est totalement dégoûté de ce qui a suivi. Son fils, en qui il avait mis tant d'espoir, s'est éveillé avec la pire classe, celle du rang poussière. Ling Sheng crie sur sa femme en lui rappelant que Bei ne peut pas progresser avec son rang, car c'est une classe de déchets. Il reproche tout à sa femme, disant que Bei a hérité de sa classe à cause de ses gènes. Ling Sheng perd le contrôle et lève la main pour la frapper, mais Bei ne le laissera pas faire. Il utilise Flash éclair pour la dépasser et bloquer l'attaque de son père. Ling Sheng est projeté en arrière et sourit à son fils, qui essaie de jouer les héros. La mère de Bei est inquiète, car elle sait ce qui va arriver. Ling Sheng se remet sur ses pieds et s'approche de son fils avec arrogance, l'intention de le rouer de coups. Bei a l'intention d'utiliser l'attaque parade sur son père. Mais avant qu'il ait la chance d'activer la compétence, le coup de poing de son père le frappe, brisant son épée et atterrissant sur son visage. Bei crache du sang, avec l'amère constatation que l'écart de pouvoir entre lui et son père est énorme. Avant qu'il n'ait le temps de reprendre son souffle, un autre coup de poing arrive. Il le bloque avec ses mains, mais le choc atteint son corps et touche ses côtes. Ling Sheng prépare une autre attaque puissante pour remettre son fils à sa place. Il est fou que son fils ait le culot de le défier. Bei voit le coup arriver, mais il n'a pas ce qu'il faut pour l'éviter ou le bloquer. Il ne fait que se protéger la tête avec ses mains quand le coup le frappe. Ling Sheng dit à Bei qu'il mérite de mourir parce qu'il s'est éveillé avec une classe inutile. Cependant, Bei est toujours debout car il n'est pas prêt à laisser l'histoire se répéter. Ling Sheng se met en colère en voyant Bei lui tenir tête. Il se moque de lui demandant s'il se croit puissant juste parce qu'il vient de s'éveiller. Ling Sheng s'empare d'une chaise, prêt à la fracasser sur son fils. La mère de Bei prend son fils dans ses bras alors qu'il se prépare à être frappé. Juste à ce moment-là, ils entendent une voix autoritaire de l'extérieur leur demandant d'ouvrir la porte. Ling Sheng est déçu que quelqu'un vienne de nulle part pour le déranger. D'un autre côté, la mère de Bei serre son fils, soulagée d'avoir un répit. Cependant, pour Bei, ce n'est pas une surprise que quelqu'un frappe car il est à l'origine de l'appel. Ling Sheng joue les durs en ouvrant la porte, jusqu'à ce qu'il voit qui est là. Deux types à l'air costaud se tiennent devant la porte et demandent à Ling Sheng pourquoi il a mis autant de temps à ouvrir. Les deux hommes sont Liang et Shen Jinwu. Les deux sont des enquêteurs de l'inspection. Liang est le capitaine adjoint, de rang à rouge, tandis que Shen Jinwu est de rang C bleu.
Lin Sheng est choqué de les voir tous les deux. En tremblant, il leur demande ce qu'ils font chez lui. Liang lui montre une photo d'un criminel recherché nommé Snow, demandant à Lin Sheng s'il l'a vu. Apparemment, le bureau a reçu un appel signalant que Snow a été vu près de l'immeuble. C'est pourquoi les policiers font du porte-à-porte pour tenter de confirmer le signalement. Lin Sheng est soulagé d'apprendre qu'il n'est pas la raison de leur présence. Il sourit immédiatement en leur disant qu'il n'a pas vu Snow. Comme Snow est célèbre et qu'il passe toujours à la télévision, il les assure qu'il le signalerait s'il le croisait. C'est alors que Liang remarque que Bai est en mauvais état. Il demande à Lin Sheng ce qui s'est passé. Lin Sheng ment en disant que son fils a été insouciant et qu'il est tombé en allant faire des courses. Il tapote l'épaule de Liang, lui disant qu'il n'a pas à s'inquiéter de choses aussi triviales. Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Bai intervient et dit aux agents que son père ment. Bai dit aux agents, avec audace, que son père l'a frappé, d'où le sang. 18 minutes plus tôt, Bai avait utilisé la cabine téléphonique de l'immeuble pour appeler la police, leur disant qu'il avait vu Snow dans le bâtiment. Il savait que la police ne plaisanterait pas avec une information concernant Snow. Cependant, il ne s'attendait pas à ce qu'ils arrivent si vite. Il est content qu'ils soient venus, car il a pu gagner assez de temps pour que les policiers se présentent. Lin Sheng essaie de détourner la conversation en disant à Liang et à son partenaire que son fils ne pense pas ce qu'il dit. Il ment en disant qu'il n'a même pas ce qu'il faut pour battre son propre fils. Cependant, Bai ne laisse pas le mensonge passer et rétablit la vérité. Il dit aux agents que son père l'a frappé à la tête avec une bouteille de vin et que son bras a été frappé avec un tabouret. Bai continue en désignant les endroits où son père l'a déjà frappé. Il dit aux agents qu'ils peuvent examiner son corps pour voir les blessures. Bai va plus loin en citant leur règlement. Il dit aux agents que tous les éveillés qui ne peuvent pas contrôler leur comportement violent et blessent les autres sont passibles d'une détention de 15 jours dans la prison des éveillés. Les policiers sont choqués et impressionnés par les connaissances de Bai. Lin Sheng se retourne pour regarder son fils avec tout le mépris du monde. Avec tout ce que Bai leur a dit, Liang n'a d'autre choix que d'arrêter Lin Sheng. Lin Sheng est immédiatement maîtrisé par les policiers. Et lorsqu'il essaie de s'en prendre à son fils, les policiers lui disent de se calmer, sinon ils utiliseront la force. Lin Sheng est emmené hors de la maison, mais il menace de frapper son fils dès qu'il sera de retour de prison. Bai l'ignore et ferme la porte derrière lui pendant que les policiers l'emmènent. Une fois en sécurité, la mère de Bai court le serrer dans ses bras. Bai est content et soulagé d'avoir pu sauver sa mère. Cependant, il a 15 jours pour devenir plus fort, et il promet à sa mère que Lin Sheng ne la touchera plus jamais. Avant que son père ne soit emmené, il a réussi à récupérer la clé de son coffre-fort. Il sait que son père a quelque chose d'important à l'intérieur puisque c'est ainsi qu'il a pu passer du rang E au rang C. Plus tard, Bai se dirige vers le coffre et utilise la clé qu'il a prise à son père pour le déverrouiller. Le contenu du coffre était un secret que Bai a découvert après la mort de son père dans sa vie passée. Il ouvre le coffre et en sort la lame effrayante qui s'y cachait. Bai a l'intention de s'attaquer aux grottes démoniaques en utilisant la lame. Comme les grottes démoniaques sont la seule chose qui peut améliorer sa classe, Bai sait qu'il n'a pas d'autre choix que de s'attaquer au labyrinthe. Cependant, il y a un petit problème. Les grottes démoniaques sont sous la juridiction des dieux, et seuls les membres de la guilde peuvent y entrer. Celles dans lesquelles Bai peut actuellement entrer sont celles gérées par l'école. Il peut aussi accéder à la grotte démoniaque cachée qu'il connaissait dans sa vie passée. En un rien de temps, Bai se rend à la grotte démoniaque cachée car il est déterminé à dépasser tout le monde le plus vite possible. Pendant ce temps, dans la salle de détention de l'inspection, les agents discutent du fait que le signalement de Snow était une fausse alerte. Cependant, ils ne sont pas fâchés car ils sont toujours prêts à vérifier tout ce qui concerne Snow. Pendant que les agents discutent, Lin Sheng essaie de les soudoyer pour qu'ils le libèrent. Liang est absolument dégoûté par le comportement de Lin Sheng puisqu'il était membre de la guilde. Les agents lui disent que les choses vont empirer s'il ajoute la corruption à ses accusations. Ils le pressent de rester sur place pour la nuit car il sera envoyé à la prison des éveillés le lendemain matin. Lin Sheng se remet en colère, et toute cette rage est dirigée vers son fils. Puisque Bai sait lui-même que son père sortira dans 15 jours, il se prépare déjà à affronter les grottes démoniaques pour monter en niveau. Les grottes démoniaques sont un autre espace parallèle à leur monde et ne peuvent être accédées que par une porte qui apparaît de nulle part. Une fois les grottes démoniaques découvertes, elles sont le plus souvent prises en charge par les guildes, car elles abritent des bêtes et des minerais démoniaques. C'est pourquoi c'est le meilleur endroit pour les éveiller pour améliorer leurs capacités. Cependant, une équipe est généralement nécessaire pour y entrer, car les grottes démoniaques sont assez dangereuses. La grotte démoniaque que Bai s'apprête à affronter n'a été découverte que 5 ans plus tard. Apparemment, une grotte démoniaque de rang F nécessite 3 guerriers de rang E, tandis qu'une grotte de rang E nécessite une équipe de 5 personnes composée de 3 guerriers de rang E et 2 de rang D. Bai est confiant que la grotte démoniaque qu'il s'apprête à affronter est de rang F. Les grottes démoniaques sont connues pour être dangereuses, mais comme Bai n'a pas le choix pour le moment, il doit affronter la grotte tout seul. Bai sait pourquoi il doit devenir plus fort le plus tôt possible. Armé de l'arme prise dans le coffre de son père, il s'enfonce dans la caverne du démon. Partout, il n'y a que de la glace et de la neige, et Bai comprend qu'il est dans le domaine d'une bête qui utilise la magie des nuages. Alors qu'il se promène dans ce domaine apparemment désert,
Il tombe bientôt sur un ours des glaces endormi. Devant l'ours des glaces, il y a des squelettes humains qui montrent que des aventuriers ont peut-être pénétré avant lui. Alors qu'il regarde encore autour de lui, un loup des forêts sanguinaires apparaît de nulle part et manque de peu d'atteindre Bailly. Le loup, bien que de rang E, est toujours plus fort que Bailly. Bailly saute en arrière pour éviter le loup, mais celui-ci fonce sur lui sans hésiter. Bailly parvient à empêcher les crocs du loup de s'enfoncer en lui en utilisant la lame. Bailly passe ensuite à l'attaque et, d'un seul coup de lame, il abat le loup. Bailly est capable de le faire grâce à l'arme de rang A qu'il brandit. C'est une arme qui n'est pas disponible sur le marché, c'est pourquoi son père la gardait cachée. Avec cette arme, Bailly est capable de combler l'écart de compétences entre lui et les bêtes qu'il est sur le point d'affronter. L'arme est connue sous le nom de la main Wu, et elle est fabriquée à partir de pierre Wu. En raison de sa puissance, elle coupe le fer comme du beurre. Cependant, même avec cette arme puissante, Bailly sait qu'il a besoin d'au moins 4 coups pour abattre les bêtes en raison de leur impressionnante défense. Bailly plaisante en disant que son statut d'éveilleur de rang elle lui manque. Bailly apprend qu'il doit abattre 20 loups s'il veut améliorer son niveau de compétence. Comme il se bat dans une zone de glace, son élément nuage sera celui qui recevra les améliorations. De plus, il lui faudra 10 niveaux améliorés pour passer de son rang actuel au rang D. En un rien de temps, Bailly s'est retrouvé entouré d'une meute de loups attirés par l'odeur du sang. C'est l'occasion parfaite, mais aussi dangereuse, pour Bailly d'augmenter son niveau. Les loups s'en prennent à Bailly, mais il s'appuie sur 2 compétences tout en affrontant les loups. Il combine la compétence d'esquive et la compétence de contre-attaque pour abattre les loups. Il est capable de se déplacer sans subir de dégâts tout en infligeant aux bêtes. Il abat la première meute de loups, chaque mise à mort lui rapportant 52 points d'expérience. Il a également acquis des crocs de loups pendant le combat. Après avoir éliminé toute la meute, il doit s'occuper du roi des loups. Utilisant son agilité et sa rapidité, il inflige plusieurs coupures au corps du loup, ne lui laissant aucune chance de guérir. Le roi des loups meurt de ses blessures, et Bailly gagne 56 points pour avoir vaincu la bête. Parce qu'il a vaincu le roi des loups, il a gagné un diamant de loup des neiges. Après avoir éliminé la première meute de bêtes, Bailly a déjà assez de points d'expérience pour passer au rang D. En plus des points qu'il a gagnés, il a également obtenu 12 attributs, et le système lui demande de les attribuer comme il l'entend. Il alloue ensuite les attributs comme il le souhaite, mais il remarque qu'il est déjà fatigué après avoir éliminé seulement 20 loups. Il n'est pas impressionné par la faiblesse des corps de rang E. En plus de sa liste de problèmes, il sait qu'il doit obtenir un sac à dos dimensionnel où il pourra garder son butin et éviter de le perdre. Bailly admet également que s'attaquer à une caverne démoniaque en solo est assez difficile. En ce qui concerne le diamant de loup des neiges qu'il a gagné, c'est un joyau durable utilisé pour fabriquer des armes en matériaux spéciaux. Il est également assez cher sur le marché. Il sait que la seule façon d'accéder à une caverne démoniaque de haut niveau est de rejoindre le noyau divin. Étant donné que les écoles d'éveil sont sous la tutelle des guildes, elles envoient souvent des représentants pour repérer les futurs guerriers pour leurs équipes. C'est le rêve de chaque étudiant d'obtenir son diplôme avec brio pour rejoindre une guilde. Mais si un étudiant n'a pas de chance et se fait virer de son équipe, sa carrière est très probablement terminée. C'est ce qui est arrivé au père de Bailly et pourquoi il est coincé au rang C pour toujours. En regardant sa situation actuelle, Bailly réalise qu'il va brûler encore plus d'endurance en s'attaquant aux bêtes seules. De plus, il est déjà épuisé. Avant qu'il ne s'en rende compte, une autre meute de loups apparaît de nulle part. Il décide d'utiliser une ruse qu'il a dans sa manche. Il se met à courir, et les loups le suivent. Il les conduit dans une forêt où il abat un tas d'arbres pour se donner un peu d'espace. Cette perturbation attire alors la bête qui réside dans la forêt, qui est le python des nuages. Bailly a les loups à affronter, et il y a aussi des pythons qui se joignent à la mêlée. Pour se sortir de cette situation difficile, Bailly met son plan en marche. Il provoque une forte explosion, espérant que cela réveille une bête en particulier dont il a besoin pour que son plan fonctionne. Son plan se déroule comme il le souhaite, l'ours de givre endormi émergeant avec colère de l'endroit où il se trouve. L'ours est dans un état de rage, ce qui le forcera à attaquer tout ce qu'il voit dans sa ligne de mire. Les loups et les pythons ne sont pas à l'abri de la rage de l'ours, car ils se font tous écraser. Pendant que l'ours les malmène, Bailly fait le nettoyage par derrière, ce qui lui rapporte un tas de points d'expérience. Bailly continue avec la même tactique, gagnant des points d'expérience et obtenant également des crocs de python et de loup. Bailly est capable d'utiliser la faiblesse des bêtes contre elles. Il sait qu'elles sont agressives, mais qu'elles n'ont généralement pas l'intelligence qui va avec. Elles sont essentiellement toutes musclées sans cervelle. En utilisant l'ours contre les loups et les pythons, il parvient à conserver son endurance. Cependant, il doit toujours être celui qui achève les bêtes s'il veut gagner les points d'expérience. Après avoir combattu pendant quelques minutes, Bailly est déjà épuisé. Il décide de passer à la phase suivante de son plan. Une fois les bêtes alignées devant lui, il frappe le sol de glace et le brise pour tuer les bêtes. Depuis le début du combat, il a analysé son terrain pour en voir les avantages et les inconvénients. Il a remarqué qu'ils ne se battent pas sur un lac gelé, mais plutôt sur un pont de glace suspendu entre deux falaises. Ce plan génial lui permet d'éliminer presque toutes les bêtes d'un seul coup. Bailly est épuisé, mais il doit encore s'occuper de l'ours de givre et des restes de la meute de loup. Le système lui débloque alors un nouveau titre.
Il est appelé le seul contre 100, et avec ce titre, ses statistiques sont augmentées de 10% parce qu'il combat plusieurs ennemis. Cependant, Bei ne s'inquiète pas encore de l'ours de givre. Il sait que chaque caverne a un boss final, et il s'attend déjà à ce qu'il se montre. Il a causé assez de chaos, et il se demande pourquoi le boss n'est pas apparu. Soudain, la zone est frappée par un sort de glace. Avant qu'il ne puisse réagir, lui et les bêtes devant lui sont frappés par le sort. Bei réalise alors qu'il s'est trompé dans son hypothèse. Le boss final s'était déjà éveillé, mais il attendait le moment parfait, quand Bei et les autres bêtes étaient épuisés, pour passer à l'action. Bei et les bêtes sont rassemblés en un seul endroit, ce qui rend difficile pour eux d'échapper à son sort. Bei essaie de bouger, mais le sort l'a déjà frappé. Ses jambes sont gelées, et il réalise que le pont de glace faisait partie du piège du boss. Le boss final a tout mis en place pour apparaître et récolter toutes les récompenses d'un coup. Bei réalise enfin que le boss final de la grotte est intelligent. Le boss final de la grotte est le singe démon Kangolin, et il a aussi d'autres singes comme garde. Presque tout le corps de Bei est recouvert de glace, l'empêchant de bouger, tandis que le singe démon a un sourire maléfique. Apparemment, la grotte est une grotte à haut risque qui nécessite un groupe de guerriers de rang E. Son corps étant complètement gelé, Bei a peur d'entrer en hypothermie, ce qui serait sa fin. Le singe boss lève la main et pointe du doigt Bei, ordonnant à ses singes de s'en prendre à Bei, qui est incapable de bouger. Réalisant qu'il est piégé, Bei a recours à la compétence de parade. Comme la compétence de parade nécessite un timing précis pour bloquer, Bei s'assure d'attendre que le coup soit sur le point d'arriver. Il active la compétence de parade et aussi la compétence d'éclatement, faisant éclater la glace et bloquant l'attaque entrante. Même si Bei s'est temporairement sorti de la situation, il sait qu'il est en difficulté car il a vidé une grande partie de son endurance. La compétence d'éclatement entre en jeu lorsqu'un éveillé utilise toute son énergie pour se libérer d'effets de contrôle, mais cela consomme une grande quantité d'endurance. Bei comprend que le singe démon aura besoin de temps avant de pouvoir utiliser à nouveau une compétence ultime, et il doit le tuer avant. À ce moment, le singe démon ordonne aux ours et aux loups de glace d'attaquer Bei. Comme l'élément nucléaire a du mal à s'épanouir avec l'élément nuage, Bei sait que ses chances de gagner sont assez faibles. Il manque d'endurance, et il est en train de s'épuiser. Le singe démon reste assis là comme un vrai méchant tout en donnant des ordres à ses mignons. Bei sait très bien qu'il va rencontrer sa fin si d'autres bêtes arrivent pour l'attaquer. Il essaie encore de trouver un moyen de s'en sortir quand il est attaqué par l'une des bêtes singes, qui essaie de l'écraser avec une massue. Bei ne parvient qu'à bloquer l'attaque, mais il est repoussé, ses genoux raclant le sol de glace alors qu'il essaie de garder l'équilibre, sa petite épée luttant contre la glace. L'attaque soudaine fait perdre toutes ses forces à Bei, le mettant dans une situation de sérieux désavantage. Les ours de glace ne cessent même pas de crier sur Bei, l'affaiblissant davantage. Un des ours lance un rocher de glace sur Bei, mais il parvient à le briser. Cependant, le froid n'arrange rien, car l'endurance de Bei a presque atteint 0. Une fois que le singe démon remarque que Bei est presque vidé, il fait apparaître une autre compétence ultime, la tempête de glace. Bei est choqué quand il voit cela car il ne s'attend pas à ce que l'ultime du singe démon ait un temps de recharge aussi rapide. Ses yeux s'illuminent d'horreur alors qu'il fixe l'attaque entrante. Cela lui fait se souvenir que dans sa vie passée, il a été confronté à des situations de vie ou de mort. Et dans ces situations, il a pu développer un sens pour reconnaître les bonnes occasions. Bei comprend qu'à son état actuel, il n'a que deux options. Soit il reste et continue de se battre, mais comme son endurance a atteint la limite et qu'il continue de subir des dégâts des bêtes, il ne va certainement pas survivre. La deuxième option est assez simple, et c'est de fuir le combat. Bei ne perd pas de temps à choisir l'option 2, et il saute de la falaise pour échapper aux bêtes. Cependant, le singe démon le frappe avec un sort de glace qui se prend à ses pieds, le faisant perdre l'équilibre et tomber à la place. Avec de la glace formée tout autour de lui, Bei s'écrase dans la rivière en contrebas. Pendant qu'il est occupé à se battre pour sa vie, sa mère, de retour à la maison, entre dans sa chambre. Elle pense que Bei dort encore, mais elle est choquée quand elle entre dans la chambre et ne voit personne. Bei était parti de la maison la veille, c'était un vendredi, mais maintenant c'est samedi. La mère de Bei fouille la chambre et trouve une note laissée par son fils lui disant qu'il est allé chez un ami. Bei exhorte sa mère à ne pas s'inquiéter, mais la note ne fait que l'inquiéter davantage car elle sait que son fils lui aurait dit qu'il allait chez un ami au lieu de laisser une note. Elle se demande ce qui se passe avec le garçon car il agit différemment depuis qu'il est rentré à la maison la veille. La femme est totalement mal à l'aise, plusieurs choses lui trottent dans la tête. De retour dans le donjon, Bei a réussi à survivre à la chute. Cependant, sauter de la falaise faisait aussi partie de son plan. Il se souvient que près de 100 bêtes sont tombées dans la rivière lorsqu'il a brisé le pont de glace plus tôt. Cependant, il n'a reçu des récompenses que pour 40 bêtes, ce qui signifie que les autres ont survécu à la chute. Bei tousse de douleur alors qu'il se traîne hors de la rivière froide. Même s'il a survécu, il fonctionne avec un faible pourcentage de son endurance. Il souffre d'une perte de sang continue, de problèmes de basse température et est dans un état complètement affaibli. En plus de cela, son corps est gravement endommagé parce qu'il est tombé d'un endroit très élevé. Sans aucun doute,
BY sait qu'il est à sa limite. Alors que BY est couché dans son état affaibli, il se demande s'il est vraiment à sa limite. Avant qu'il ne s'en rende compte, il est déjà entouré de bêtes comme les ours de glace, prêtes à l'achever complètement. Alors que la bête se rapproche de lui, BY tombe dans un état de profonde réminiscence. Il se souvient de son temps avec le noyau divin. Il se souvient des bons moments qu'il a passés avec ses coéquipiers et de tout ce qui se passe quand il est au travail. Il se souvient aussi de sa mère qui essayait de s'assurer qu'il allait bien. Tout en se remémorant les bonnes choses, il se souvient aussi de la méchanceté de son père et de la douleur qu'il a subie du traître qu'il a trahi. Une voix résonne dans sa tête, lui disant que c'est la fin pour lui. C'est suffisant pour que BY serre les poings et décide que ce n'est pas la fin pour lui. Il parvient à se lever. Et juste au moment où l'ours de glace est sur le point de l'achever, il lève la main et empêche les dents géantes de l'ours de se refermer sur lui. BY est déterminé à s'assurer que toutes les choses négatives et mauvaises qui se sont passées dans sa vie passée ne se répéteront pas. Il est déjà mort une fois, perdant tout dans le processus aussi. Mais cette fois, il a l'intention de tout changer avec une nouvelle détermination et une énergie brûlante en lui. BY écrase l'ours de glace avant de le lancer au loin. BY lâche un souffle froid et attrape à nouveau sa petite épée. La tentative désespérée de BY déclenche quelque chose en lui, ce qui peut pousser à une avancée de classe. BY se remet sur ses pieds avec une aura jaune tourbillonnant autour de son corps alors qu'il est entouré de monstres. Sa décision de se mettre en danger en faisant un donjon en solo qui aurait nécessité une équipe et d'affronter des bêtes dangereuses n'est que pour BY de se faire sentir quelque chose de son passé. C'est un sentiment de désespoir où l'adrénaline pompe à travers son corps, déclenchant ainsi une avancée de classe. Même si BY a failli mourir, il n'est pas en mesure de remplir les conditions nécessaires pour l'avancée de classe. Cependant, au lieu de l'avancée de classe, il apprend une nouvelle compétence, Spadassin sacré nucléaire. C'est une compétence ultime, et elle est bien en avance sur son temps et son niveau. Il n'a pas pu faire avancer sa classe, mais la compétence est quelque chose qui lui sera utile. Avec cette compétence et l'adrénaline qui pompe à travers son corps, BY déborde d'aura et d'énergie. Il pointe son épée vers les bêtes, leur disant qu'il est temps pour lui de les anéantir toutes. Une des bêtes bouge, et les autres suivent. Imperturbable, BY prépare sa dague, attendant que la bête s'approche. Alors qu'il se rapproche, BY déclenche une attaque tourbillonnante d'une vitesse dangereuse, le sanctuaire, qui fauche toutes les bêtes d'un seul coup. Il abat la bête, et des notifications s'affichent pour lui dire qu'il a vaincu des ours des glaces, des loups des forêts, et qu'il a aussi acquis des points d'expérience. Après avoir éliminé les monstres aux alentours, il récupère des objets comme la peau de bête des champs de glace, l'os fier et la dent de sang. La compétence sanctuaire l'aide à dissiper sa fatigue et à restaurer son endurance perdue. En plus de ça, BY obtient une amélioration et acquiert le rôdeur des champs de glace. Cela lui permet de résister aux créatures de l'élément nuage, avec une réduction de dégâts de sang, ce qui est exactement ce dont il a besoin. BY fixe le sommet de la falaise, jurant qu'il va éliminer le reste des bêtes, y compris leur chef. Avec l'afflux de points d'expérience, BY passe au niveau 9 de la classe E. BY active immédiatement l'effet du rôdeur des champs de glace pour résister au froid. La compétence sanctuaire lui permet aussi d'accumuler tous les dégâts qu'il subit et de les relâcher d'un coup sur un groupe d'ennemis. Cependant, il ne peut l'utiliser qu'après avoir accumulé beaucoup de dégâts. Mais BY est reconnaissant que la compétence l'ait aidé à restaurer son endurance. BY se rappelle alors qu'il doit finir vite et rentrer avant que sa mère ne s'inquiète. BY escalade la falaise et se dirige vers le palais du chef, le singe démon. Le singe démon est protégé par un tas de bêtes des glaces, mais BY s'en moque et fonce dans le palais. Après avoir éliminé quelques bêtes de plus, BY atteint le dernier niveau de la classe E, le niveau 10. Pendant ce temps, il est 23h et la mère de BY est très inquiète chez elle. Elle a préparé à manger et l'a mis sur la table, mais se demande où son fils peut bien être. Elle prie pour que son fils aille bien, où qu'il soit. Dans le palais du chef, BY élimine les ours des glaces qui servent de garde, et se retrouve à combattre les gardes personnels du chef, les singes effrayants. Le singe-chef n'a pas l'air effrayé et ordonne à ses gardes d'éliminer BY. Un des singes bondit sur BY, mais il se contente de bloquer puis de le trancher facilement en deux. Le singe-chef voit ça et comprend que la situation pourrait devenir grave pour lui. Il déclenche furieusement son ultime, l'assaut de la tempête de glace, mais il n'a aucun effet sur BY qui est immunisé grâce à sa nouvelle compétence. BY se précipite alors vers le singe-chef qui, désespéré, lève son bâton. Il active un sort qui fait briller la gemme sur le bâton. Le reste des singes passe alors en mode hyper, mais BY ne les voit pas comme une menace. Il les voit seulement comme des bêtes qu'il doit tuer pour passer à la classe D. BY les découpe comme si de rien n'était avant d'arracher un bras au singe-chef. Le singe-chef hurle de douleur en voyant le sang couler de son bras sectionné. Avant qu'il n'ait le temps de faire quoi que ce soit, il voit BY le regarder d'un regard mortel. BY lui inflige une série de coups, le mettant hors d'état de nuire. Une notification s'affiche, annonçant à BY qu'il a vaincu le roi de la forêt d'Azur, l'utilisateur de l'élément nuage de classe D. Grâce à ça, BY gagne 1000 points d'expérience. BY passe aussi à la classe D, guerrier nucléaire. Après ça, il voit qu'il y a des objets à ramasser.
Grâce à la quantité de points d'expérience qu'il a accumulé en combattant un ennemi qui utilise des compétences de l'élément nuage, le système lui dit qu'une nouvelle profession est sur le point de s'éveiller. Bailly est choqué de voir ça, car il l'avait complètement oublié. Juste à ce moment, une aura rouge et bleue commence à émaner de son corps. Il éveille alors la profession de mage de l'élément nuage et, grâce à ça, il peut changer de profession quand il le souhaite. Bailly est content d'avoir éveillé une profession rouge même si elle est toujours de classe E. Bailly est content car, contrairement à la classe nucléaire qui offre un bonus de 100%, la classe rouge en offre un de 200%. Sans aucun doute, la force de la classe rouge est déjà au même niveau que sa classe actuelle. Bailly ramasse ensuite l'arme de mage, la pierre de magie. Il trouve aussi une bourse magique qui peut contenir un maximum de 20 objets. Pendant qu'il est occupé à piller, le reste des bêtes encore vivantes ne peut que regarder. Une fois qu'il a fini de piller, Bailly lève les yeux et se rend compte que certaines bêtes ont survécu. Et comme il vient d'éveiller une nouvelle profession, il décide de la tester sur eux. Il passe en mode mage, une aura rouge émanant de ses yeux alors qu'il se prépare à anéantir les bêtes. Il est maintenant 5 heures du matin le lendemain, un dimanche. La mère de Bailly n'a pas dormi de la nuit et est assise dans le salon, espérant que son fils revienne. Juste à ce moment, Bailly ouvre la porte, et dès qu'elle l'entend, elle se lève immédiatement pour voir si c'est son fils. Bailly entre dans la maison en souriant et s'excuse d'avoir inquiété sa mère. Sa mère ne perd pas de temps, court vers son fils et le serre fort dans ses bras en pleurant. Bailly est choqué de voir que sa mère l'a attendu et qu'elle a même refusé de manger. C'est alors que Bailly dit à sa mère qu'il a une bonne nouvelle à lui annoncer. Apparemment, en quittant le donjon, Bailly a réussi à ramasser des tas d'objets de valeur, grâce à la bourse magique qu'il a trouvée. Il y a aussi son arme à l'intérieur de la bourse. Après avoir quitté le donjon, il rencontre un courtier en minerai. Le courtier propose de lui acheter le minerai pour 8 cents, mais Bailly lui propose une contre-offre de 8000. Le courtier est choqué que Bailly demande une somme aussi énorme pour le minerai. Bailly ne discute pas, lui arrache le minerai des mains et lui dit qu'il s'en va. Le courtier est forcé de monter son offre à 2000, mais Bailly surenchérit à nouveau, exigeant 5000. Le courtier propose alors 3000, disant que c'est sa dernière offre. Dès qu'il dit ça, Bailly commence à augmenter le prix, et avant qu'il ne s'en rende compte, il est monté à 7000. Le courtier continue de discuter, se demandant pourquoi Bailly augmente le prix. Mais au moment où il se rend compte que Bailly ne s'arrêtera pas, il l'arrête vite à 7000, lui promettant de prendre le minerai pour cette somme. Comme Bailly a l'expérience des courtiers de sa vie passée, il sait comment les gérer. Avec l'argent qu'il a gagné en vendant le minerai, il loue un appartement où il emmène sa mère. Dans sa vie passée, sa mère enchaînait les problèmes, mais dans cette vie-ci, Bailly veut juste prendre soin d'elle et s'assurer qu'elle profite de la vie. Bailly conclut l'affaire de l'appartement juste devant sa mère, choquant la femme en raison du prix élevé. À 20 h, ce dimanche-là, Bailly et sa mère s'installent dans l'appartement qu'il a loué. Bailly est heureux de voir sa mère sourire, car ça fait si longtemps qu'il ne l'avait pas vue avec une telle expression. Même si Bailly a loué un nouvel appartement et qu'il est passé de la classe E à la classe D, il sait qu'il ne peut pas baisser la garde à cause de son père. Bailly veut s'assurer qu'il règle le problème avec son père avant de s'attaquer à sa cible principale. Bailly met ensuite une pierre magique sur son bras droit, une pierre qui augmente la magie à effet de zone de 50%. Au même moment, on s'entraîne très dur pour dépasser ses limites. Il saute d'un labyrinthe à l'autre sans se reposer. Même quand sa sœur essaie de le convaincre de se reposer, il lui repousse la main. On est prêt à tout pour rester au sommet. Ailleurs, un autre individu inconnu consulte la liste des nouveaux étudiants éveillés. Elle est déçue qu'il n'y ait aucun talent exceptionnel parmi eux. Le lendemain matin à 7h30, la mère de Bailly lui a préparé à manger. Bailly est choqué de réaliser qu'il est en retard. Il demande à sa mère pourquoi elle ne l'a pas réveillé et elle répond qu'il dormait si bien qu'elle n'a pas pu s'y résoudre. Elle lui tapote la tête en l'incitant à manger doucement. Réconforté par sa mère, Bailly se calme, réalisant qu'il n'avait pas dormi paisiblement depuis longtemps. De plus, ça fait longtemps qu'il n'a pas pris de petit déjeuner sans se presser. C'est alors que sa mère lui demande s'il veut quelque chose comme un jouet ou un livre. Bailly est surpris que sa mère lui propose soudainement de lui faire des cadeaux. C'est à ce moment-là que sa mère lui rappelle que son anniversaire est vendredi prochain, le 5 juin. Bailly se rend compte que sa mère a raison, mais cela fait si longtemps qu'il n'a pas fêté son anniversaire qu'il a complètement oublié. Après la mort de sa mère dans sa vie passée, plus personne n'a fêté son anniversaire, et il a peu à peu oublié tout cela. En dévorant la nourriture devant lui, Bailly est obligé de se creuser la tête pour trouver ce qu'il veut. Il est dans un état de confusion, car il a déjà ce qu'il veut vraiment. Son prochain et plus important objectif est de tuer le traître qui a causé sa mort et celle de toute son équipe. Lorsque Bailly arrive à l'école ce jour-là, il apprend qu'ils sont sur le point de se préparer à la simulation de combat. Le professeur, grand et sévère, se tient devant les nouveaux éveillés et leur parle de la simulation de combat. Il explique que l'académie est une division de collège supervisée par la guilde divine. Il leur fait savoir que la guilde observera chacun de leurs mouvements. Et la simulation de combat est le meilleur moyen d'impressionner la guilde divine. Il leur fait savoir que la simulation de combat servira d'évaluation de fin d'études et qu'elle sera également diffusée en direct.
Le professeur leur dit que le meilleur d'entre eux aura la chance de participer au camp d'entraînement avec la division du lycée. Le camp d'entraînement n'a lieu qu'une fois par an et c'est la meilleure occasion d'entrer en contact avec la guilde divine. Apparemment, l'école organise généralement un voyage pour les meilleurs élèves des collèges et des lycées vers la nation de Shanghai, où se trouve le siège de la guilde divine. Bei se souvient de la nation de Shenhe, car c'est là qu'il a rencontré son maître et aussi là où le traître est né. Cependant, le traître n'a jamais rencontré son maître car il a rejoint le cœur divin après lui. Bei sait qu'il doit obtenir de bons scores à l'évaluation pour pouvoir entrer dans le camp d'entraînement, ce qui lui donnera plus de chances de trouver le traître dans le présent. Il s'avère que la bataille de simulation est pour ce vendredi, dans 4 jours. Alors que certains sont excités d'affronter la simulation de combat, des gens comme 4yeux et Monsieur Lunette sont inquiets, car la simulation se déroule à l'intérieur d'un vrai labyrinthe. C'est alors que le professeur leur montre la salle d'entraînement où ils auront leur première séance, le conditionnement physique. C'est la salle de gravité où tout le monde doit commencer par 10 séries de courses de navettes. Contre toute attente, Bei s'approche de son professeur et lui dit qu'il ne veut pas utiliser la salle d'entraînement recommandée. Cela choque le professeur et même les étudiants qui ont entendu Bei faire la demande. Le professeur dit alors à Bei de ne pas s'emballer simplement parce qu'il a vaincu Hong. Le professeur pense que Bei essaie d'éviter l'entraînement, mais Bei réfute cela, lui disant qu'il veut s'engager dans un entraînement plus spécialisé. Le professeur est d'autant plus confus, car il demande à Bei s'il essaie d'insinuer qu'il y a un problème avec ses méthodes d'entraînement. Bei révèle alors que le conditionnement physique est nécessaire pour presque toutes les classes d'éveillés, ce qui signifie que l'utilisation de la salle de gravité n'est pas une mauvaise option. Cependant, Bei pense que la course de navette est seulement la meilleure pour les classes comme les assassins et les guerriers qui ont besoin de vitesse et de coordination. Cependant, Bei est à peu près sûr que tout le monde n'en a pas besoin. Il dit au professeur que des classes comme les mages et les chanteurs seraient mieux entraînées dans la salle des éléments. Il ajoute également que tout le monde devrait être autorisé à s'entraîner différemment, car l'utilisation des classes pour chacun est différente. Le professeur l'entend et souligne le fait que Bei lui apprend en fait comment faire son travail. Kuyi-in entend la discussion entre Bei et le professeur, et cela la choque. Elle se rend compte que la méthode d'entraînement dont Bei parle est la même que celle mentionnée par un officier d'entraînement du cœur divin, Monsieur Dongyang. Cependant, il s'agit d'une nouvelle méthode proposée par Dongyang, et elle n'en aurait pas eu connaissance si son père n'avait pas ramené la cassette vidéo à la maison. Qian est surprise que Bei ait pratiquement la même idée que Dongyang. Monsieur Lunette dit alors à Bei d'éviter d'être trop direct avec le professeur pour ne pas le blesser, car il est l'entraîneur le plus influent de l'école. Au lieu de se fâcher, le professeur tape sur l'épaule de Bei, lui sourit et lui dit que la méthode d'entraînement qu'il a mentionnée est intéressante. Monsieur Lunette est content que le professeur n'ait pas été offensé par ce que Bei a dit. Le professeur dit alors à Bei qu'il y a trop d'étudiants dans l'école et qu'il serait très difficile de répondre aux besoins spécifiques de chacun à court terme. Le professeur souligne que la simulation de combat est un moyen d'évaluer les performances des étudiants, et si elle est mal menée, elle pourrait faire dérailler toute la vie et la carrière d'un étudiant. Bei se souvient que même s'il avait une mauvaise famille dans sa vie passée, ses professeurs étaient là pour le soutenir. Ce sont les professeurs qui l'ont aidé à devenir une personne responsable et non un mauvais garçon tordu. Bei se tourne alors vers le professeur, l'assurant qu'il ne le décevra pas lors de l'évaluation de fin d'études. Après avoir entendu cela, le professeur demande à Bei comment il a l'intention de s'entraîner en tant que guerrier nucléaire éveillé. Bei suggère alors au professeur d'activer la suppression élémentaire dans la salle des éléments à son réglage maximum. Cela choque les professeurs et même Monsieur Lunette. Bei essaie de s'en sortir en mentant au professeur, lui disant que même s'il est un guerrier, il essaie de s'assurer que ses capacités sont équilibrées pour défier ses faiblesses. Bei veut faire cela pour éviter d'expliquer qu'il veut entraîner la profession de mage. C'est alors que Kuyi-in lève la main, disant au professeur qu'elle est également intéressée à pratiquer le contrôle élémentaire. Le professeur n'a pas d'autre choix que de céder, et il dit aux deux de faire ce qui leur plaît, mais il les exhorte à donner le meilleur d'eux-mêmes lors de l'évaluation finale. Qian s'approche ensuite de Bei, lui suggérant de s'entraîner ensemble, mais Bei lui dit rapidement qu'il entre dans une salle privée pour s'entraîner. Qian est surprise de s'être fait rejeter par Bei. Qian affirme que ce rejet l'a stimulé et qu'elle veut faire de son mieux. Pendant qu'il s'entraîne dans la salle élémentaire, Bei a un peu de difficulté, car il est encore nouveau dans la profession de mage. Cependant, il prévoit de maîtriser la profession dans le peu de temps qu'il a. De plus, il prévoit de cacher le fait qu'il peut changer de profession, car l'école est sous la supervision des dieux et chacun des mouvements des élèves est surveillé. Bei essaie d'éviter un scénario où il devient une cible précoce pour les dieux. Pendant ce temps, Kuyi s'entraîne avec seulement 1% de suppression élémentaire et elle pense qu'elle peut rivaliser avec la force de Bei. Bei n'est pas non plus prêt à avoir des liens avec ses camarades de classe pour les protéger. Après l'école ce jour-là, Monsieur Lunette et son ami rejoignent Bei. Ils lui disent de ralentir, car c'est difficile pour eux de le rattraper. Apparemment, les deux étaient les meilleurs amis de Bei au collège dans sa vie passée, car ils étaient tous faibles. Ils ont tous deux partagé le même sort qui est venu avec l'intimidation. Cependant, avoir ses amis faibles autour de lui était le seul moment heureux qu'il ait eu au collège.
Bei a pour but de se venger dans sa vie actuelle et il ne pense pas qu'il ait besoin d'avoir des interactions sociales avec ses camarades de classe. Pour s'éloigner d'eux, il monte sur son vélo et s'éloigne, les laissant derrière. Les deux n'arrivent pas à croire que Bei s'est encore enfui alors qu'ils étaient censés former un trio inséparable. Spec fait remarquer à Bei qu'il a totalement changé après son éveil, il a maintenant l'air d'une personne sûre d'elle. Peu après, les deux rattrapent Bei, qui les attendait. C'est alors que Bei dit à Spec de faire contrôler ses poumons dès qu'il aura le temps. Les deux sont contents que Bei se soit enfin arrêté pour qu'ils puissent marcher avec eux, mais Bei brise à nouveau leurs espoirs, en leur disant qu'ils sont trop lents pour le suivre. Il enfourche sa moto et part, les laissant sous le choc. Apparemment, dans sa vie passée, Specs avait soudainement été diagnostiqué avec une maladie pulmonaire, et après cela, il avait pris un congé. Mais à cause de la gravité de la situation, il est mort peu de temps après son diagnostic. Bei veut que Spec reste en vie et en bonne santé même s'ils ne deviennent pas amis. De son côté, Spec pense que Bei est toujours la même personne même s'il paraît froid maintenant. Au terrain d'entraînement des recrues à Shanghai Nation, on voit deux gars parler de la nouvelle recrue qui vient de rejoindre la guilde divine et qui se comporte bien. La recrue se trouve avoir les mêmes cheveux que le traître qui a trahi Bei et son équipe. Ce soir-là, lorsque Bei rentre chez lui, il dit à sa mère d'éviter de sortir seul. Il assure à sa mère qu'il rentrera toujours tôt et qu'il reviendra toujours avec des courses. Bei est inquiet car il sait que l'environnement n'est pas encore totalement sûr pour sa mère, et il doit lui trouver un meilleur endroit. Dans la prison pour les éveillés, Lin Sheng passe déjà un marché avec l'un des chefs. Le lendemain, qui est mardi, Bei a réussi à se familiariser avec le fonctionnement des mages. Il se rend compte que la clé est le temps de lancement et le calcul de la puissance élémentaire requise. Pendant qu'il détruit la salle d'entraînement et la pousse à ses limites, les amis de Bei ont du mal avec les navettes. La séance d'entraînement se poursuit le lendemain. Et après qu'ils ont fini de s'entraîner, Spec et son ami demandent à Bei de se joindre à eux pour le dîner. Mais comme prévu, il refuse catégoriquement l'offre, leur disant qu'il doit rentrer tôt chez lui. Cependant, il laisse à ses amis quelques conseils, en leur révélant une technique secrète destinée aux archers. Le gars qui a l'archerie comme profession se réjouit après avoir entendu ce conseil. Le jeudi, Spec se rend à la clinique, et c'est là que le médecin lui fait savoir qu'il a beaucoup de chances d'être venu. Le médecin l'informe qu'il y a une tumeur parasitaire qui pousse dans ses poumons, et c'est une tumeur qui pousse très vite. Le docteur dit à Specs de programmer une opération dans un grand hôpital pour que la tumeur puisse être enlevée, et il l'incite à le faire bientôt. Specs remercie le médecin et l'assure qu'il va prendre un rendez-vous. Au moment où il quitte le bureau du médecin, il se souvient que c'est Bei qui l'a averti de l'état de ses poumons. Il se demande comment Bei a su qu'il y avait un problème avec ses poumons. Cela ajoute au mystère qui entoure Bei. C'est alors qu'il entend des gars parler de Hong. Apparemment, on a atteint le niveau 4 de la classe E, et il pense qu'il va être le meilleur au classement de l'évaluation. Il s'avère que sa famille a un labyrinthe privé, et Hong l'a utilisé pour monter de niveau. C'est ainsi que sa famille les a entraînés comme une armée privée. C'est à ce moment-là que le trio mentionne quelque chose qui attire vraiment l'attention de Spec. Il s'avère que Hong a l'intention de donner une leçon à Bei après l'école, et ce, pour ce qui s'est passé entre le week-end dernier. Le trio parle du fait que Hong est très en colère, et qu'il prévoit même de tuer Bei. Hong semble s'être armé d'une arme pour être plus dangereux et plus efficace. Spec entend cela et se rend compte que son ami est en grand danger. Inquiet pour son ami, Spec se met en action. Il décide que la meilleure chose qu'il puisse faire est d'aider Bei. Il se précipite dans le couloir de l'école en pensant aux tours inutiles que Hong va essayer d'utiliser contre Bei. En fait, Spec craint que Hong ait rassemblé certains de ses hommes de main pour l'aider à tabasser Bei. Il s'arrête soudainement car il pense à quel point il sera inutile même s'il se précipite pour essayer d'aider Bei. Il veut reculer, mais il se souvient alors que Bei l'a aidé. En plus de cela, il considère Bei comme son frère, et à cause de cela, il est prêt à se sacrifier si cela signifie sauver Bei. Spec se dirige vers l'armurerie de l'école et force la serrure pour accéder à la pièce. Il est tiraillé à l'idée d'enfreindre les règles, mais il ne peut pas sauter de la tête l'idée que Bei l'a sauvé. Il pousse la porte en affirmant qu'il est prêt à mourir tant qu'il peut sauver son ami. Il jette un coup d'œil aux armes sur le râtelier et prend une hache géante. Soudain, il entend la voix de Kiyin derrière lui qui lui demande pourquoi il s'introduit dans l'armurerie. Spec veut se taire, mais Kiyin insiste pour lui demander ce qui ne va pas plus qu'il a l'air pressé. Spec crie alors à Kiyin qu'il doit y aller pour sauver la vie de Bei. Pendant ce temps, Bei a remarqué qu'il est suivi, mais il s'assure d'atteindre une ruelle avant de dire à qui que ce soit de sortir. C'est alors que Hong sort, l'air menaçant avec une épée à la main. Il dit à Bei qu'il est là pour régler leur compte du week-end dernier. Bei se retourne avec un air piteux, demandant à Hong s'il pense qu'il a ce qu'il faut pour le battre. Hong répond qu'il est sûr de pouvoir battre Bei. Il dit cela en se précipitant vers Bei avec sa compétence appelée accélérer. On affirme qu'il s'est entraîné sans relâche après l'incident. En plus d'accélérer, on active une autre compétence pour apparaître derrière Bei. Juste avant qu'il ne puisse porter un coup à Bei, Bei s'éloigne très vite. Et une fois qu'il y a une ouverture, il attrape Hong, le fracassant au sol comme s'il n'était rien.
On ouvre la bouche de douleur et de la cruelle prise de conscience que la puissance d'attaque de Bei est bien plus élevée que la sienne. Il ne peut pas croire que ce soit possible. Et c'est alors que Bei lui dit qu'il n'est pas le seul à s'être entraîné pour devenir plus fort. Bei sort son poignard d'une manière habile et l'utilise pour frapper le sol à côté de la tête de Hong. On se rend compte de quelque chose qu'il n'avait pas compris la première fois, et c'est le fait que Bei est bien en avance sur lui en matière de puissance et de force. Ils ont peut-être le même âge, mais Hong se rend compte que la figure menaçante qui se tient devant lui est quelqu'un qu'il ne pourra jamais atteindre ou même dépasser en matière de force. On est choqué que Bei est également monté de niveau, et il lui crie dessus, lui demandant quel est son niveau. On refuse de croire que Bei a monté de niveau, et il commence à lui demander comment il a pu le faire. On révèle qu'il a fait un entraînement supplémentaire après l'école juste pour pouvoir atteindre le niveau 4. Et cela a demandé beaucoup de travail acharné, mais il ne croit pas que même après tout cela, Bei soit encore plus rapide que lui. Bei sourit à Hong lorsqu'il mentionne à quel point il s'est entraîné dur. Bei lui demande simplement s'il est déjà mort. Avec un couteau sous la gorge, Hong dit à Bei de le tuer ou même de le torturer. On pense que Bei le méprise depuis un certain temps, et Bei l'admet. Cependant, il assure à Hong qu'il ne le déteste pas autant que ça. En fait, Bei est impressionné que Hong l'ait suivi depuis l'école et ne lui ait pas tendu d'embuscade. Il n'a pas non plus appelé ses amis pour qu'ils puissent tous s'en prendre à Bei. Bei comprend que Hong voulait juste tester sa propre force. À ce moment, Hong crie à Bei de le tuer tout de suite ou de risquer de mourir plus tard de ses mains. Cependant, il ne veut pas que Bei fasse semblant de voir à travers lui. Bei y réfléchit et dit à Hong qu'il revient sur ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il ne le hait pas trop. Pendant ce temps, Spek et Kiin sont arrivés, mais ils se sont cachés pour observer Bei. Ils sont surpris de voir que Bei a géré la situation sans leur aide. Ils voient Bei assis sur Hong comme s'il n'était rien, et Hong n'essaie même pas de bouger. Bei dit alors à Hong qu'il a une proposition à lui faire. Bei fait savoir à Hong qu'il y a un moyen pour lui de devenir plus fort, mais en échange, il doit faire quelque chose pour lui. Le lendemain, un vendredi, est le jour de l'évaluation. Bei et les autres personnes nouvellement éveillées sont rassemblées, et le professeur leur dit qu'il est temps de commencer la simulation de combat. Cependant, le professeur leur fait savoir que même s'il s'agit d'une simulation, ils devront quand même entrer dans un vrai labyrinthe. Bien que la plupart des pouvoirs dans le labyrinthe aient été scellés par une barrière, il y a encore des dangers. Le professeur les encourage à agir selon leurs capacités car il y a beaucoup de monstres dangereux à l'intérieur du labyrinthe. Pour s'assurer que les étudiants sont en sécurité, des lycéens ont été désignés pour les guider dans le labyrinthe. Les aînés désignés ne vont pas participer au combat, mais en cas de danger, ils sont censés intervenir. Apparemment, une équipe de 4 à 5 personnes sera formée, et elles auront un aîné pour les diriger. Ils sont autorisés à choisir entre les donjons de classe E et de classe F. Cependant, les donjons de classe E sont beaucoup plus difficiles, et le professeur les exhorte à ne pas s'y engager s'ils n'ont pas la force. Ils sont autorisés à choisir entre les donjons de classe E et de classe F. Cependant, les donjons de classe E sont beaucoup plus difficiles, et le professeur les exhorte à ne pas s'y engager s'ils n'ont pas la force. Il ajoute qu'échouer le défi entraînera la perte de crédits universitaires, ce qui montre à quel point le défi est important. Après avoir donné toutes les instructions, le professeur leur dit qu'ils peuvent commencer à choisir le niveau de donjon qu'ils veulent. Il demande aux étudiants de lever la main s'ils veulent relever le défi du donjon de classe E. Un total de 8 étudiants, dont Kiin et Hong, lèvent la main pour affronter les donjons de classe E. Spek est surpris qu'il y ait des étudiants assez fous pour affronter les dangereux donjons de classe E. Sur un total de 180 étudiants, le professeur annonce que 8 se sont portés volontaires pour affronter le donjon de classe E. Il leur fait savoir que le reste d'entre eux sera réparti au hasard pour affronter le donjon de classe F. Cependant, Kiin remarque que Bei n'a pas levé la main pour le niveau E. À ce moment, Bei s'approche du professeur en lui disant qu'il aimerait affronter le donjon du lycée de la classe D. Tout le monde est bouche bée quand Bei fait cette déclaration sans peur.